Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un roman qui s'intitule Les derniers jours de Charles Baudelaire. Il a été écrit par Bernard-Henri Lévy et il a été publié en 1988. Baudelaire loge dans l'hôtel du Grand Miroir à Bruxelles. Baudelaire est dans son lit. Il est malade, rongé par la syphilis qu'il traîne depuis 30 ans. Il est dans un état de langueur qui fait parfois place à un état très agité. Il y a quelques jours, il a eu une perte de connaissance à Namur dans une église. Quand il s'est réveillé, il a remarqué une gargouille qui semblait le fixer. Cette image l'obsédera. Madame Lepage est la concierge de l'hôtel dans lequel vit Baudelaire. Cette femme n'apprécie pas Baudelaire. Il lui fait peur, il la met mal à l'aise. Elle trouve qu'il prend trop soin de son apparence. Elle se plaint du boucan qu'il fait lors de ses crises de pilepsie, comme elle dit. Monsieur Poulet-Malassis recommande à la logeuse de garder un œil sur Baudelaire, car il se fait du souci pour lui. Quand Baudelaire sort de sa chambre, Madame Lepage le suit sans qu'il le sache. Une bande de gamins suit Baudelaire et se moque du poète. Après être passé dans un billard, puis dans un café, Baudelaire se rend dans un bâtiment non connu de Madame Lepage. Il en ressort au bout d'une heure. Le bâtiment est en fait l'hôtellerie de la Reine-Mère. Il s'agit d'un bâtiment contenant des prostituées. Baudelaire y est entré car il voulait voir Esther, une femme que Baudelaire apprécie. Malheureusement, la sous-maîtresse lui a dit que cette fille a été obligée d'aller dans un dispensaire suite à une visite de la police des mœurs qui a remarqué une maladie chez cette fille. La sous-maîtresse lui présente des autres filles qui ne plaisent pas à Baudelaire. Il finit par se décider par 2 filles dont lui a parlé son ami Ney. Le problème est que ces 2 filles se plaisent et qu'elles ne font pas son blanc. Ceci provoque la gêne et Baudelaire s'en va. Baudelaire va partir de Bruxelles et Madame Lepage en est très contente. Elle nous dit que le poète a 3 problèmes. Baudelaire était venu en partie pour pouvoir écrire un livre sur la Belgique, mais Madame Lepage a remarqué que le projet a très peu avancé. Baudelaire n'arrive pas à se faire éditer dans cette ville. Baudelaire a commencé les conférences, mais cela n'a rien donné. Madame Lepage est étonnée du fait que le poète soit connu et copié à Paris. Monsieur Lepage et Madame Lepage accompagnent Baudelaire à la gare, non par sympathie, mais parce qu'il a payé plus que son loyer. À la gare, rien ne va. Baudelaire monte dans son train, mais il n'arrête pas de descendre, de remonter dans le wagon et de courir sur le quai. Au final, Baudelaire loupe son train. Il revient à l'hôtel. Baudelaire retombe alors dans une phase de léthargie. Il est nostalgique, a des regrets sur ce qu'il aurait pu faire. Il a l'impression qu'il va mourir dans cette ville. Charles Ney, un photographe, prend la parole. Il fréquente Baudelaire. Quand il entend des rumeurs sur la maladie ou la folie de Baudelaire, il rend visite à son ami et il le trouve dans un meilleur état que ce qu'il croyait. Ney lui dit qu'il a une invitation de la part d'Adèle Hugo. Baudelaire accepte d'y aller. Ney nous dit que vu de l'extérieur, les relations entre les Hugo et Baudelaire semblaient bonnes, mais vu de plus près, cela n'allait pas. Hugo sous-estimait Baudelaire et Baudelaire méprisait Hugo. Les Hugo habitent eux aussi à Bruxelles. Ney nous parle du poids écrasant de Victor Hugo qui est là même quand il n'est pas là. Tous les membres de cette maison adulent Victor Hugo et font attention à tous ses dires, à tous ses gestes. Ils ne supportent pas que l'on dise du mal de Victor Hugo. Lors de ce rendez-vous, Baudelaire s'exprime mais personne ne l'écoute. Quand Adèle attire l'attention sur lui et lui pose une question, elle s'y prend mal en lui demandant pourquoi il ne sort pas plus souvent quelque chose. Mais ce n'est plus le moment de poser cette question et Adèle ne peut pas comprendre à quel point se faire éditer est très facile pour son mari mais extrêmement difficile pour Baudelaire. Les individus reprochent à Baudelaire de ne pas assez parler avec eux et de ne pas parler de politique ou de religion par exemple. Baudelaire sort de chez Adèle, va chez son ami puis part dans les rues de Bruxelles. Il ne se sent pas bien, il se sent humilié.
Baudelaire pense à des artistes qu'il a aimés, Hugo, Sainte-Beuve, Gautier, Ducamp, Delacroix, mais qui ne lui ont jamais rendu son admiration. Ils se sont étouffés par leur succès dont ils pensent peut-être être la cause du manque du succès des Fleurs du Mal. D'autres artistes jeunes l'adulent, c'est le cas de Verlaine, de Swinburne, de Mallarmé, mais leur attachement n'est pas grand-chose pour lui car il ne pèse pas lourd dans le domaine de la littérature à ce moment-là. Baudelaire repense à la Sabatier. Il y a environ 10 ans, il voulait entrer dans son cercle, non pas parce que cette femme lui plaisait, mais parce qu'il voulait fréquenter les artistes qui allaient à ses dîners. Il lui envoyait des poèmes anonymement. Il imaginait que son cercle appréciait ses poèmes et cherchait à savoir qui est cet auteur anonyme. Il a fini par faire publier dans un journal certains de ses poèmes en signant, révélant cette fois-ci son identité. La présidente lui a donné des rendez-vous. La femme s'est sentie attirée par Baudelaire, mais cela n'était pas le cas du poète. Il lui a inventé une femme dont il était amoureux. Il a fait le portrait de Jeanne Duval, une femme qu'il a connue il y a longtemps et dont le portrait n'est plus le même. Même si rien ne se passait entre eux, Madame Sabatier l'invitait tout de même lors de ses dîners. À Bruxelles, il a l'impression de revoir l'ancien cocher de la Sabatier. Ney, qui avait perdu Baudelaire, le retrouve dans un café. Ney repart avec son ami, mais Baudelaire ne veut pas prendre la voiture. Il semble être terrifié par le cocher. Ney et Baudelaire rentrent à pied. Sur le chemin, ils croisent plusieurs cochers et Baudelaire en est toujours terrifié. Il finit par avouer à Ney qu'il pense que la Sabatier a envoyé des cochers dans Bruxelles afin de le traquer. Ney accompagne Baudelaire dans son hôtel et il prend soin de lui. Il craint que la soirée avec Adèle Hugo lui ait apporté quelque chose de mauvais. Baudelaire est dans sa chambre et il est calme. Il pense à sa vie à Paris. Il n'est plus capable d'écrire un livre, mais il pense à un livre de souvenirs, pour qu'il se comprenne lui-même, pour s'expliquer auprès des autres, et pour que des gens ne le fassent pas à sa place, car il risque de l'écrire selon leurs intérêts. Il veut parler des bons moments qu'il a passés avec sa mère, de la dureté de son beau-père général qui était jaloux de sa relation avec sa mère, du mariage auquel il n'a pas été invité, des souvenirs d'école, du voyage aux Indes, de l'hôtel Pimodan et aussi le club des Achichiens. Nous avons à présent le journal de Jeanne Duval. Jeanne Duval a un rôle dans une pièce de théâtre. Baudelaire la remarque, Jeanne finit par s'en apercevoir. Elle demande des renseignements sur lui. Elle apprend qu'il a de l'argent, même si ce n'est pas extraordinaire. Ils ont plusieurs rendez-vous et ils finissent ensemble. Baudelaire l'adore et ne la traite pas comme une putain. Jeanne dit ne pas l'aimer, elle fréquente en parallèle d'autres hommes et une femme qui s'appelle Bichette. Elle lui reproche de ne pas lui laisser assez d'argent. Il finit par l'installer dans un logement plus grand. Sa famille est contre cette liaison. Ses amis l'avertissent. Elle lui coûte beaucoup d'argent et Baudelaire ne produit plus que peu de poésie et d'une autre qualité. Jeanne se défend. Selon elle, ce sont eux qui mangent l'argent de Baudelaire et elle raconte des histoires comme quoi Ney lui ferait la cour. Elle reproche à Baudelaire de vouloir passer trop de temps avec ses amis. Les disputes éclatent et un projet de séparation voit le jour. Pour Baudelaire, Jeanne ne peut pas être telle qu'elle s'est décrite dans ses pages, bien qu'il admette qu'elle avait des défauts. Il se souvient de certaines choses de ce journal, en a oublié d'autres et se souvient encore d'autres choses. Pour lui, elle n'était pas une putain, alors que pour Jeanne, cela était le cas. Il veut un livre pour établir la vérité sur cette femme. Il a revu cette Jeanne, elle a vieilli avant l'heure, elle s'est enlaidie, est ruinée, et elle est aussi rongée par la maladie. Baudelaire se souvient également de son père, amateur de peinture. Un secret entourait cet homme. Baudelaire, enfant, a entendu des conversations et il a fini par comprendre que son père était prêtre. Il se souvient des funérailles et du manque de tombes. Il possède le portrait de son père dans sa chambre d'hôtel. Baudelaire est heureux de ne pas avoir écrit ce livre. La santé de Baudelaire s'empire, il est parfois paralysé. Plusieurs personnes viennent le voir dans la chambre d'hôtel, comme des amis, sa logeuse ou des médecins. Nous avons ensuite une lettre de Monsieur Poulet-Malassis qui répond au narrateur. La lettre date d'un peu plus de 10 ans après les faits qui se déroulent à Bruxelles. Il a lu ce qu'il a écrit et il lui dit les rectifications qu'il a à faire. Il lui raconte sa sortie avec Baudelaire qui allait un peu mieux ce jour-là. Ils sont allés tous les deux à la chasse au portique. Ils sont allés récupérer un chat, voir dans un hôpital des filles vérolées,
passait dans des maisons de luxure, cherchait le diable, trouvait un signe et mille autres choses. Il avait besoin de faire des vérifications aux fleurs du mal. Malassis le ramène chez lui. Baudelaire lui demande de chercher une femme à la peau noire. Malassis en cherche une avec difficulté et il revient avec une Turque. Baudelaire a l'air de s'en contenter, mais elle s'en va en disant qu'il ne faut pas une prostituée à cet homme, mais un médecin. Baudelaire relit les fleurs du mal. Il trouve qu'il y a des rectifications à faire. Il aimerait avoir un éditeur pour regrouper tous les textes épars. Il donne des ordres à Malassis pour ses publications post-mortem, mais il a peur que quelqu'un se glisse chez l'éditeur et modifie ses textes. Baudelaire parle de son autobiographie qu'il aimerait faire. Il voudrait parler de sa naissance mi-littéraire, de sa famille mi-littéraire, c'est-à-dire les autres auteurs, de son enfance qui correspondrait au moment qui se situe entre l'écriture et la publication, de son cheminement dans la littérature, de ses relations avec Poe, Joseph de Maistre, et également de la littérature, des traductions, de la peinture, etc. Il pense aux fleurs du mal, il trouve que le livre n'est pas assez épais, il pense aux poèmes qui n'ont pas pu y figurer. Une partie ont été imprimés dans les épaves, et il se pose des questions sur les autres textes qui ne seront pas publiés car non aboutis, ou alors non encore écrits. Sa misère, ses dettes sont des causes de cette non-vie de certains textes. Il pense aux autres écrivains qui eux aussi ont eu des textes qui ne sont pas connus des lecteurs potentiels, car ces textes ont été non publiés, non faits ou oubliés. Le narrateur se présente enfin. C'est un jeune homme de 22 ans. Il fait lui aussi de la littérature. Il se dit grand admirateur de Baudelaire. Il arrive à être dans le même hôtel que Baudelaire et à entrer dans la chambre du poète. Après un froid, ils arrivent à discuter. Baudelaire lui propose de devenir son secrétaire du livre sur la Belgique qu'il a en tête. Le lendemain, le narrateur revient dans la chambre comme cela était prévu. Baudelaire dit à voix haute ses idées et le narrateur écrit tout ce qu'il dit. Dans Pauvre Belgique, Baudelaire ne se retient pas du tout de dire tout le mal qu'il pense de ce pays. Ils sont interrompus par un message des Hugo, par une crise d'aphasie et par Malassis. Baudelaire est contre le catholicisme et il argumente sa position. Le narrateur reçoit 2 lettres de la mère de Baudelaire. Elle prévient le narrateur du caractère changeant de son fils. Elle est contre le fait que son fils travaille, elle sait que cela est contre l'avis du médecin. Elle est contre la rédaction de Pauvre Belgique, car ce pays a accueilli Baudelaire et Baudelaire en dit du mal. Elle va venir chercher son fils dans quelques jours. Elle a appris que le narrateur est en train d'écrire une notice aux fleurs du mal. Elle est d'accord avec ça. Elle l'autorise à venir lui demander des renseignements sur son fils. Elle lui passe aussi des noms afin qu'il puisse se renseigner auprès d'autres personnes. Baudelaire et le narrateur passent beaucoup de temps à travailler et ils vont vite car il leur reste peu de temps. Parallèlement, les crises de Baudelaire augmentent en nombre et en intensité. Le narrateur a travaillé avec Baudelaire pendant 5 jours, puis il semble y avoir un froid entre les 2 hommes. Le narrateur remarque que Baudelaire pense que son œuvre n'aura pas de postérité car des éléments de ce qu'il a écrit est rattaché à son époque. Pour lui, pour qu'une œuvre soit éternelle, il faut dissocier la forme, la valeur et l'art du temps. Baudelaire s'imagine petit et pense que les arguments de ses détracteurs sont vrais. Il ne veut plus continuer Pauvre Belgique et il demande de brûler le texte. Le narrateur ne sait pas quoi faire de Pauvre Belgique. Doit-il le brûler comme lui a recommandé Baudelaire ou doit-il le garder? Le lendemain, il monte dans la chambre du poète, mais M. Poulet-Malassis lui dit que Baudelaire ne va pas bien du tout. On lui interdit l'accès et il ne sait pas ce qu'il se passe exactement. Il a peur que quelqu'un vienne chercher Pauvre Belgique, il met ses idées en place afin de garder le texte contre les personnes qui pourraient le lui demander. Il a finalement des nouvelles par M. Ballotin. Baudelaire va s'en tirer, mais il souffre maintenant d'agraphie et d'aphasie et ses maux sont irrémédiables. Pauvre Belgique restera un secret entre deux. Le narrateur s'en va comme un voleur avec le Pauvre Belgique dans la valise. Le narrateur est revenu à Paris et il est allé voir les connaissances de Baudelaire sous divers prétextes. Il a même été voir Madame Hopi qui ne se doute pas de son vol de texte. Elle lui dit que 3 jours après son départ, Baudelaire a été placé dans une institution à Bruxelles occupée par des bonnes sœurs.
Son vocabulaire s'est réduit et il ne peut plus prononcer que le mot crénon. Le monde se pose des questions. L'intelligence du poète est-elle intacte ou diminue-t-elle avec l'aphasie? Le narrateur imagine que Baudelaire essaie de faire comprendre sans succès aux autres que le narrateur a volé un de ses textes. Le narrateur est tourmenté par le poète et par son recel, si bien qu'il se met à cauchemarder. Il a volé également une photo de Baudelaire dans l'hôtel. Il l'a faite encadrer et mise dans sa chambre. Nous passons maintenant au récit du père de Joncoeur. Une sœur vient le voir et lui dit qu'un malade leur fait peur et les sœurs pensent qu'il est possédé par le diable. Le père y va. Il ne sait pas à ce moment-là que Baudelaire était un écrivain. Le père voit un homme amorphe. Il croit qu'il agonise. Puis Baudelaire a un instant de frénésie avant un retour au calme. Le père prédit que cet homme aura une longue agonie. Le 14 avril, on dit que Charles Baudelaire est mort. Le narrateur en est triste, mais en même temps, il se sent comme délivré. Cependant, peu de temps après, il apprend que la nouvelle est fausse. Le narrateur va à Bruxelles dans le but de restituer le livre à son véritable auteur. Il va le voir à l'institution. Baudelaire est changé, il est comme transfiguré. Le narrateur lui montre les cahiers, mais il n'obtient rien à part des crénons et des rires de Baudelaire qui n'a pas l'air de comprendre ce qui se passe. Baudelaire passe encore quelques jours dans cette institution, puis il est de retour à Paris où il va dans une clinique où il passe 13 mois avant de mourir. Le narrateur est reparti avec les cahiers après sa visite à Bruxelles dans l'institution. Il ne sait pas quoi faire de ces cahiers. Il divise le texte en deux. Il y a une partie qu'il adresse à des journaux sous un faux nom, et il y a une autre partie qu'il transforme en livre et qu'il signe de son nom. La première partie ne fonctionne pas du tout et rencontre l'indifférence. La seconde partie fonctionne un peu, mais on se demande comment l'auteur a pu changer d'idée et baisser de niveau en littérature. Le narrateur n'arrive plus à écrire. 30 ans après, il décide d'écrire ce livre pour au moins se libérer, car il a l'impression d'avoir volé Charles Baudelaire. Ce livre est pour lui comme une expiation. Les derniers jours de Charles Baudelaire ne correspondent pas aux derniers jours de Charles Baudelaire, mais plutôt à ses derniers mois, puisqu'après son retour de Belgique, il mettra 13 mois pour décéder à Paris. Il y a peu d'informations sur la période de Baudelaire à Bruxelles, ce qui laisse une grande marge de manœuvre à Bernard-Henri Lévy. Baudelaire est malade à ce moment-là, en 1866. Il est en manque d'argent, en manque de véritables amis, et il est dans un pays qu'il déteste, mais d'où il ne parvient pas à partir. Il a des regrets quant à son œuvre qui n'a pas été autant appréciée que ça de ses contemporains. Ici, l'histoire nous est racontée par un narrateur dont on est longtemps sans connaître qui il est. On ne connaîtra pas son nom. On sait qu'il s'agit d'un jeune homme de 22 ans qui a déjà écrit, qui est en adoration devant Baudelaire et qui est un consommateur d'opium. En plus de ces dires, nous avons d'autres récits. Nous avons le journal de Jeanne Duval, qui est l'ancienne maîtresse de Baudelaire. Nous avons le récit de Ney, un photographe et un ami du poète. Nous avons les dires de Madame Lepage, qui est la logeuse dans l'hôtel de Bruxelles. Nous avons le récit du père de Joncoeur, et nous avons également les lettres de Poulet-Malassis, qui est l'éditeur de Baudelaire, ainsi que de Madame Aupier, qui est la mère du poète. La mère, par ailleurs, est vue comme une mère autoritaire. Cela se voit dans les lettres adressées au narrateur. Cela se voit également dans le mot que Baudelaire reçoit de sa mère. On voit que Caroline Aupic dicte la conduite de son fils, mais aussi ses écrits. Baudelaire a des hauts et des bas. Durant les bas, soit il est en crise, soit il est en léthargie. C'est dans la léthargie que nous avons ses idées. Il y a sa tristesse, ses regrets, ses remords. Il se plaint de l'incompréhension des gens, du manque de remerciements de leur part, alors qu'il était en adoration devant eux. Quand Baudelaire est assez bien pour se promener, il mène une vie dissolue ou alors sombre dans la nostalgie ou fait des vérifications. Il peut pleurer aujourd'hui, mais dire contre les sourds qui n'ont rien compris, rien entendu. Il peut s'attendrir sur les éloges qu'il méritait, et aucun de ses beaux esprits ne semble avoir eu l'idée. Il peut même, dans certains cas, trouver la raison particulière qui, à défaut d'excuser, expliquera au moins la chose et rendra le scandale plus supportable.
Le fait, pourtant, est là, massif, indubitable, et devant un tel accord, devant tant de puissance conjurée pour l'éclipser, il doit bien avouer qu'il y avait au cœur de l'époque, dans son intelligence des œuvres, dans la façon qu'elle avait, indépendamment des erreurs ou des choix de tel ou tel, d'appréhender les livres et de les distinguer, une sorte de force occulte dont l'aveugle mécanique devait le disqualifier. Peut-être les fleurs du mal étaient-elles inaudibles aux oreilles habituées, par exemple, à la grande clameur hugolienne. Peut-être les rimes, leurs métaphores, étaient-elles invisibles à l'œil qu'avaient formé les images de Hémo et Camille. Peut-être, plus simplement, les noms mêmes d'Hugo et de Gautier brillaient-ils d'un éclat si vif qu'il rendait le sien indécelable. Ainsi de certaines étoiles, anéanties par la lumière d'une autre, ainsi d'une couleur qui, juxtaposée à une couleur voisine ou au contraire antagonique, s'éteint ou perd de sa netteté. Oui, voilà. Tout s'est passé comme si 2 ou 3 noms énormes avaient saturé le siècle et repoussé le sien à l'extrême bord du spectre. Et la preuve est faite, en tout cas, que l'on peut être un grand poète, un novateur de vrai talent, de cela. Pour le moment, il n'a aucune raison de douter, et traverser son temps sans plus d'égard ni de prestige qu'un faiseur de second rang. Tous les écrivains, me dit-il, ont un livre recteur. Pour certains, c'est le premier, pour d'autres le dernier. Pour tous, c'est le livre magique et majeur autour duquel ils rôdent depuis qu'ils ont commencé d'écrire. C'est ce livre qui, même s'il est invisible, occulte ou impossible, même si l'on meurt parfois sans avoir eu le temps de l'écrire, était la source vraie de tout ce qu'on publiait. Lui, bien sûr, y pense. Il ne pense même depuis 8 jours qu'à cela. D'abord, il s'est dit que c'étaient les fleurs, puis mon cœur mis à nu, puis encore cette autre forme d'autobiographie dont l'objet devait être son œuvre, jusqu'au jour où il a compris que ce n'était ni l'un ni l'autre, mais un livre plus étrange, plus terrible, qui devait presque, en bonne logique, tenir à une formule, mais auquel il a déjà consacré des centaines de feuilles de brouillon. Ils sont là, ces feuillets, dans le coffre. Je n'ai qu'à les prendre si je veux. Si, je n'ai qu'à ouvrir le coffre et les prendre. Ce sont ces layettes de papier, serrées dans des rubans violets, où je vais tout de suite reconnaître l'ébauche de cet essai sur la Belgique dont je lui parlais. Voilà, insiste-t-il. Probable que ça semblera curieux à beaucoup. Lui-même a mis beaucoup de temps à le comprendre. Il a tardé à s'apercevoir, oui, qu'il y a dans ce catalogue d'humeurs, d'invectives et de fureurs l'ébauche de son grand livre. Mais maintenant il en est certain. Il sait que la pauvre Belgique n'était que le prétexte à une méditation autrement plus ample et que toutes ces notes jetées sur le papier étaient la mort sous la promesse de sa plus haute pensée. Tout est là, vraiment tout, sauf qu'il faudrait écrire à présent, donner forme à cette pensée, et qu'il en est hélas incapable. N'est-ce pas le comble pour un écrivain de voir son plus beau livre, de le voir comme il n'en a jamais vu aucun autre, mais au moment même où il sait qu'il n'est plus en état de tenir une plume? Les autobiographies traditionnelles s'ouvrent toujours sur la naissance. Eh bien, celle-là aussi commencera par une naissance. Mais l'autre, la vraie, celle qui l'a fait entrer, non dans le monde des hommes, mais dans celui, plus essentiel de la littérature. Comment devient-on un écrivain? Pourquoi? Y a-t-il un moment où cela arrive? Une heure où cela se décide? Y a-t-il une frontière, une démarcation précise et claire entre cet énigmatique état et celui dont il se détache? Et si oui, si la limite existe, que peut-il bien se passer dans la tête de celui qui l'a franchi et qui, à ses risques et périls, malgré le désaveu et la réprobation presque unanime, choisit de se retrancher du cercle de ses semblables? Quelqu'un, la Madeleine peut-être, parlait l'année passée, dans une des quelconques feuilles belges, de l'art fils du malheur, et arguait que c'est pour échapper à ce malheur, pour en conjurer l'horreur, que les écrivains écrivent des livres. Lui ne croit pas, non. Il ne croit pas à cette idée de la douleur féconde et de la littérature réparatrice. Il la trouve naïve, niaise. Il la trouve trop compromise avec ce romantisme de pacotille dont il a tant voulu se détacher. Le salut pour la littérature? Pouah! Le salut, fût-il littéraire, est une idée pour Madame Sand. Il pense, lui, qu'on se perd en écrivant. Loin qu'écrire des livres le poète de cette part sombre qu'il porte en lui, cela ne fait que l'exposer à une nuit plus sombre encore. À preuve Borel devenu fou, Nerval à la lanterne,
Goya de plus en plus torturé, possédé à mesure que l'œuvre avance. Et cela ne fait que rendre plus mystérieuse encore cette décision d'être écrivain. En somme, observe-t-il encore, il y a plusieurs façons de mourir pour un écrivain de son espèce. Il y a ceux qui meurent au jour dit, leur œuvre terminée, après avoir écrit le dernier mot de la dernière phrase de la toute dernière page de leur tout dernier livre. C'est la situation de Poe murmurant son « Je n'ai plus le désir de vivre puisque j'ai écrit Eureka ». Il y a ceux, plus heureux encore, qui survivent à leur livre, débordent de leur histoire et continuent de s'affairer tandis qu'ils sont littérairement morts. C'est le cas de tous ces maîtres de jadis, rebelles de génie, romantiques flamboyants, que l'on voit, l'âge venu, s'endormir sur leur chef-d'œuvre et gérer leur chère gloire. Et puis il y a ceux qui meurent alors que les choses sont en suspens. Il y a ceux qui, comme lui, savent que leur œuvre publiée n'est au mieux qu'un exercice et qu'elle s'interrompt beaucoup trop tôt. On meurt toujours trop tôt? Oui et non. Goethe meurt à son heure, Chateaubriand et Voltaire aussi, Gérard lui-même, le pauvre Gérard savait qu'il avait honoré l'essentiel de son courant, tandis que lui, si malade fut-il, si évidemment poursuivi par le malheur et les épreuves, croyait, en arrivant ici, que son exil n'était qu'une retraite, un indispensable repris tactique, et qu'il avait 10, 20 ans peut-être devant lui pour vivre, finir et donner à son œuvre son visage. Quelle erreur, quel malheur, quel suprême malentendu! Il sait maintenant qu'il n'en était rien et qu'il quittera ce monde en laissant après lui le plus fragile des héritages.